C'est absurde. J'y pense encore aujourd'hui. Ces médecins, ces machines sophistiquées, et moi, Julien Dubois, habitué à tout maîtriser, à plier la réalité à ma volonté. Et pourtant, la première étincelle n'est venue ni d'une IRM de pointe, ni d'un spécialiste renommé, mais d'une gamine de 9 ans. Je me souviens de l'odeur antiseptique de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, cette odeur qui s'incruste et qui me rappelait l'échec. Ça faisait combien de jours? 4, 5? Les premiers jours, j'étais arrivé tel un ouragan, prêt à déplacer des montagnes. Des jets privés affrétés, des sommités médicales de tous les continents sur le pied de guerre, des millions déboursés sans compter. Pierre, mon père, le roc, l'indestructible, ne pouvaient pas disparaître. Pas comme ça. Pas quand j'étais là. On me parlait de confort, de transition, des mots doux pour annoncer la fin. Et puis Lila, elle a tout changé. Je me souviens de l'impression bizarre que la pièce elle-même avait bougé, juste un peu, après qu'elle ait prononcé ces mots. La chambre de Pierre, une suite privée, avait des baies vitrées donnant sur Paris, ma ville, ma capitale, celle que, pour une grande partie, je possédais à travers mes entreprises. Mais depuis que j'étais là, depuis que Pierre s'était effondré, je n'avais pas une seule fois levé les yeux vers l'extérieur. Le monde s'était réduit à ses 4 murs, à l'écho régulier des machines et au souffle à peine perceptible de mon père. Chaque tic, chaque bip me perforait le crâne, et la seule vue qui importait, c'était le léger mouvement de sa poitrine, si faible, si fragile. J'avais toujours été l'homme des solutions, celui qui transformait l'impossible en fait accompli. Des marchés financiers qui s'écroulaient, je les stabilisais. Des entreprises au bord du gouffre, je les redressais. Des industries entières qui prenaient un virage. C'était souvent parce que je l'avais décidé. Le contrôle, ce n'était pas quelque chose que je recherchais, c'était une part de moi, un prolongement de ma personne, une deuxième nature presque. Et pourtant, face à mon propre père allongé là, j'étais complètement démuni. Ça avait commencé si doucement, un déclin insidieux, 3 semaines de glissade que personne ne pouvait expliquer. Pas d'événements dramatiques, pas de moment précis où tout avait basculé. Juste une lumière qui s'éteignait peu à peu. Moins d'énergie, des paroles plus lentes, l'appétit envolé. Et puis, un matin, Pierre n'avait pas ouvert les yeux avec sa clarté habituelle. Les tests s'étaient enchaînés, les spécialistes aussi, jusqu'à ce silence pesant que je connaissais trop bien. Le moment où les experts n'ont plus de certitude, mais tentent de ne pas le montrer. Nous nous concentrons sur le confort maintenant, avait dit le médecin la veille. Le confort, un autre mot prudent, une capitulation déguisée en bienveillance. Je ne dormais presque plus. Je passais mes nuits à éplucher les rapports médicaux, cherchant une anomalie, une variable que j'aurais pu manipuler, une intervention qu'on n'aurait pas encore tentée, comme je l'aurais fait avec un contrat complexe ou un bilan d'entreprise. Mais plus je cherchais, plus la vérité s'imposait. La médecine avait atteint ses limites, et moi aussi. La première fois que je l'ai vue, je crois que c'était un mardi, ou peut-être un mercredi, peu importe. C'était l'après-midi, la lumière du soleil filtrant un peu mollement à travers les rideaux. Elle était juste là, dans l'embrasure de la porte, une petite fille aux cheveux sombres, qui devait avoir 9 ans tout au plus. Elle n'avait pas l'air effrayée, juste un peu incertaine, comme si elle ne savait pas si elle avait le droit d'être là. Une infirmière l'avait rattrapée en s'excusant platement, croyant que c'était une salle d'attente familiale. J'avais juste fait un signe de tête, trop épuisé pour m'en soucier. « C'est bon », avais-je murmuré, sans même la regarder vraiment. L'infirmière était sur le point de la raccompagner quand Lila, elle s'appelait Lila, s'est tournée vers le lit. Elle a regardé Pierre. Vraiment regardé, d'une manière qui m'a glacé le sang. Les enfants ont souvent une curiosité maladroite pour les équipements hospitaliers, un mélange d'effroi et de fascination. Elle le regardait lui,
Pierre, mon père, et pas les machines. Elle a dit quelque chose, doucement, quelque chose d'une simplicité désarmante qui m'a coupé le souffle. Pourquoi vous lui dites au revoir? Avait-elle demandé. Alors qu'il essayait encore de rester. Ces mots, ils étaient là. Ils pendaient dans l'air, aussi clairs et dérangeants que des gouttes de pluie sur une vitre parfaitement propre. La pièce est devenue totalement silencieuse. Et c'est là, à cet instant précis, qu'une vérité que j'avais refusé de voir, une vérité qui me terrifiait, m'a frappé en plein visage. J'étais en train de me préparer à la perte. J'avais arrêté de chercher les signes de sa présence, pour ne plus me concentrer que sur les marques de son départ imminent. Après ça, l'infirmière l'a emmenée. Elle est partie en jetant un dernier coup d'œil à Pierre, à mon père, comme si elle seule percevait quelque chose que nous avions tous ignoré. Je suis resté immobile longtemps, le bruit de leurs pas s'estompe dans le couloir. Puis, lentement, j'ai tiré une chaise et je me suis assis. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je ne me tenais plus debout, pétrifié par l'angoisse. Je me suis penché, ma voix à peine un murmure. « Papa, si tu te bats encore, je suis là. » Le moniteur a continué son rythme régulier. Rien de spectaculaire n'a changé. Pourtant, une conviction s'était ancrée en moi. La pièce elle-même avait subtly bougé, rien que parce que quelqu'un avait osé remettre en question ce que tous avaient tacitement accepté. Pour la première fois depuis des jours, je n'avais plus l'impression d'assister à une fin. J'avais la sensation, étrange et nouvelle, d'être resté trop loin de quelque chose qui n'était pas encore terminé. Je ne me considère pas comme un homme facilement influencé par des étrangers, et encore moins par des enfants. Pourtant, longtemps après que Lila ait quitté la pièce, ces mots continuaient de tourner en boucle dans ma tête. Pourquoi tout le monde parle comme s'il était déjà parti alors que son corps a l'air d'essayer encore? Essayer. Ce mot résonnait différemment du langage clinique que j'entendais depuis des jours. Confort, soin, transition, préparer. Des mots qui suggéraient une conclusion. Mais essayer, ça c'était autre chose. Ça parlait d'effort, de présence, de possibilité. J'ai posé mes yeux sur mon père à nouveau. La chaleur de ses mains était là, constante, indéniable. Comment avais-je pu rater ça? Parce que j'avais fixé les écrans, fait confiance à l'expertise qui m'entourait, accepté le languissement émotionnel vers le lâcher-prise. Pour la première fois depuis que j'étais arrivé, j'ai arrêté d'analyser les moniteurs. À la place, j'ai regardé Pierre. J'ai vraiment observé le mouvement presque imperceptible de sa poitrine, le léger froncement près de sa mâchoire, le resserrement à peine visible de ses doigts, toutes les quelques respirations. Des petites choses si faciles à ignorer, à moins que quelqu'un ne vous les fasse remarquer. Le médecin de garde est entré doucement. « Comment vous tenez-vous, monsieur Dubois? » m'a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. « Dites-moi honnêtement, ai-je dit à la place. » Le médecin a hoché la tête. « Bien sûr. Si mon père était vraiment sur le point de mourir, ai-je continué lentement. Ses mains seraient-elles encore aussi chaudes? » Le médecin a jeté un coup d'œil vers la main de Pierre, puis vers moi. « La circulation peut se comporter de manière imprévisible, » a-t-il répondu. « Prudent, toujours prudent. »« Et le mouvement des doigts? » ai-je insisté. « Ce sont des réponses réflexes courantes, » a-t-il affirmé. Réflexe, un autre mot qui expliquait sans vraiment expliquer. J'ai scruté le visage du docteur. Est-ce que quelqu'un cherche réellement des signes d'amélioration? Ai-je demandé doucement. Ou seulement des signes de déclin? La question est restée suspendue dans l'air. Les médecins sont formés à l'objectivité, mais l'objectivité suit souvent l'attente. Quand un patient est considéré comme proche de la fin, son corps est observé à travers ce prisme. Le médecin a croisé les mains. « Nous surveillons tout », a-t-il dit. Mais quelque chose dans son ton m'a fait comprendre que même lui n'en était pas entièrement certain. Plus tard cet après-midi-là, j'ai pris l'air dans le couloir pour un café que je n'allais même pas boire. Et elle était là encore.
La petite Lila était assise près de la fenêtre, balançant légèrement ses pieds au-dessus du sol, un papier plié posé sur ses genoux. Elle a levé les yeux quand je me suis approché. « Est-ce qu'il essaie toujours ?» m'a-t-elle demandé. Sa franchise m'a pris de court. « Je ne sais pas », ai-je admis. Elle a hoché la tête pensivement, comme si l'incertitude était une réponse acceptable. La plupart des adultes craignaient de dire « je ne sais pas ». Les enfants, non. « Comment tu t'appelles » lui ai-je demandé. « Lila », a-t-elle répondu. « Moi, c'est Julien. »« Je sais », a-t-elle dit simplement. Ça m'a presque fait sourire. Au bout d'un instant, elle a glissé de sa chaise. « Je peux le revoir » J'ai hésité. Le protocole disait non, mais quelque chose de plus profond, d'instinctif, disait oui. « D'accord », et je dis doucement. « Moment, ici je dois m'arrêter un instant. C'est fou, n'est-ce pas? Moi, Julien Dubois, celui dont les décisions influencent des milliers de vies, des millions d'euros, je me suis retrouvé à prendre une décision capitale, non pas sur la base de données financières ou d'analyse de risque, mais sur le regard d'un enfant. Ça ne rentre dans aucune de mes cases, dans aucune des grilles de mon cerveau formatées à la logique implacable. Toute ma vie, j'ai cru que la force résidait dans le fait d'être le plus grand, le plus rapide, le plus puissant, dans les certitudes, les chiffres concrets. Et là, j'étais en train de laisser une petite fille d'à peine 10 ans me guider dans le domaine le plus incertain de tous, la vie et la mort de mon propre père. Si on m'avait raconté ça quelques semaines plus tôt, j'aurais ri, un rire sec teinté de mépris. Mais à cet instant, au fond de cet hôpital parisien, ce n'était plus absurde. C'était la seule chose qui me paraissait vraie. Une vérité sans chiffres, sans courbe ascendante, juste une intuition. Retournons à l'histoire. À l'intérieur de la pièce, la lumière de l'après-midi étirait de longues ombres sur le sol. Lila s'est approchée lentement du lit. Elle n'a rien dit, n'a rien touché. Elle a juste observé. Ses yeux allaient du visage de Pierre à sa poitrine, puis à ses mains. Puis elle a légèrement froncé les sourcils. « C'est quoi ce bruit ?» a-t-elle demandé. J'ai écouté. Au début, je n'entendais que les machines. Puis, sous le rythme mécanique, quelque chose de plus doux, une respiration faible et irrégulière. Pas le schéma assisté auquel je m'étais habitué, mais quelque chose qui s'y superposait. L'infirmière a remarqué mon expression. « Tout va bien, monsieur Dubois ?» Sa respiration, ai-je dit. L'infirmière s'est approchée, écoutant attentivement. « a-t-elle murmuré. Elle a vérifié le moniteur. Les chiffres étaient stables. Rien d'alarmant. Pourtant, le son persistait. Lila a penché la tête. « Il respire différemment quand vous parlez, » a-t-elle dit. L'infirmière a levé les yeux. C'est peu probable. Mais je me suis penché quand même. « Papa, » ai-je dit doucement, la faible irrégularité s'est légèrement adoucie. L'infirmière a cligné des yeux. Ça pourrait être une coïncidence, mais elle n'avait pas l'air certaine. « Parlez encore, » a murmuré Lila. « Je l'ai fait. » Et de nouveau, ce léger apaisement. Pas dramatique, pas miraculeux, juste une réaction. L'infirmière a appuyé sur un bouton. « Je veux que la pneumologie jette un coup d'œil », a-t-elle dit. En quelques minutes, un autre clinicien est arrivé, a écouté, ajusté un capteur, revérifié les lectures 2 fois. « Eh bien, » a-t-il dit lentement, « c'est intéressant. »« Quoi donc ?» ai-je demandé. « Il y a des moments ici, » a expliqué le clinicien, désignant la courbe, où sa respiration semble moins passive. J'ai senti mon pouls s'accélérer, moins passive, presque participative. Le mot a envoyé une onde de choc silencieuse dans la pièce. Participatif, ça voulait dire un effort. Bouillefort, ça voulait dire une volonté. Et volonté, ça voulait dire que quelque chose à l'intérieur de Pierre pouvait encore chercher à s'exprimer. Le clinicien s'est redressé. « Je ne tirerai pas de conclusion pour l'instant », a-t-il prévenu. Mais l'atmosphère avait déjà changé. L'espoir fragile et dangereux
était entré dans la pièce. Alors que le personnel sortait pour examiner les données, j'ai regardé Lila. « Comment avez-vous remarqué ça? » ai-je demandé doucement. Elle a haussé les épaules. « Quand mon grand-père dort dans son fauteuil, sa respiration change quand ma grand-mère lui parle, » a-t-elle dit. Une référence si simple, une observation si ordinaire. Pourtant, aucune machine dans ce bâtiment ne pouvait la reproduire. J'ai expiré lentement. Toute ma vie, j'avais fait confiance à l'échelle. De grandes solutions, des systèmes puissants, des résultats mesurables. Maintenant, une enfant m'enseignait la valeur de l'attention aux petites choses. Je me suis tourné vers le lit. « Papa, si tu m'entends, continue d'essayer. » Les doigts de Pierre se sont légèrement resserrés. Si légèrement que j'aurais pu le rejeter auparavant. Plus maintenant. De l'embrasure de la porte, l'infirmière observait, sa certitude professionnelle s'adoucissant en curiosité, car la question que personne ne voulait poser était désormais impossible à ignorer. Avions-nous pris le silence pour l'absence, alors que c'était en fait un effort? Et si l'effort persistait, qu'aurions-nous pu d'autre ignorer? Le lendemain matin, Pierre Dubois n'était plus seulement un patient critique parmi d'autres. Sans que personne ne l'annonce, sa chambre était devenue un endroit que les gens vérifiaient 2 fois. La pneumologie a examiné les données de la nuit. La neurologie a demandé de nouvelles scans. Un deuxième médecin de garde est passé juste pour observer. Personne n'a prononcé le mot « curiosité », mais il planait dans l'air. Je l'ai immédiatement remarqué. « Vous avez plus de visiteurs aujourd'hui, papa », ai-je dit doucement, alors qu'une infirmière ajustait la perfusion. Elle a offert un sourire professionnel. « Nous sommes rigoureux. » Rigoureux, c'est ce que la médecine devenait quand la confiance s'amenuisait. Je me suis assis près du lit, quelque chose qui ressemblait désormais moins à un choix qu'à un instinct. Je me suis penché. « Bonjour, papa. » La réponse était presque invisible. Un léger mouvement près de la bouche de Pierre. Un minuscule déplacement sous ses paupières. Mais je l'ai vu. Et une fois vu, cela ne pouvait plus être ignoré. De l'autre côté de la pièce, le neurologue observait attentivement. « Est-ce qu'il est aussi réactif depuis ce matin ?» a-t-il demandé à l'infirmière. « Surtout quand M. Dubois parle », a-t-elle répondu. Le neurologue a pris une note, puis une autre. Il ne documentait plus le déclin. Il documentait la variation. Et la variation, ça voulait dire la possibilité. Lila est revenue peu après-midi. Cette fois, personne n'a essayé de l'arrêter immédiatement. Le personnel avait commencé à reconnaître la petite fille silencieuse qui semblait attirée par la chambre 417. Pas officiellement accueillie, mais plus rejetée. Elle est entrée doucement. Ses yeux se sont d'abord posés sur moi comme pour vérifier que tout allait bien avant de se tourner vers Pierre. « Il a l'air moins lourd aujourd'hui », a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. Moins lourd. Elle a hoché la tête, comme quand quelqu'un dort mais ne s'enfonce pas. La description était inhabituelle. Pourtant, le neurologue debout près du moniteur a levé les yeux d'un air vif. Parce que parfois, l'intuition arrive enveloppée d'un langage inattendu. « Qu'est-ce que vous voyez exactement ?» lui a-t-il demandé. Lila a pointé doucement du doigt. Son front, je me suis penché. Les profondes lignes de tension qui s'y étaient creusées pendant des jours étaient plus douces, pas parties, mais apaisées. Le neurologue s'est avancé, étudiant le visage de Pierre. « Ah », a-t-il murmuré, les schémas de stress réduits. Il n'avait pas remarqué quand cela s'était produit parce que personne n'avait cherché d'amélioration là. La médecine cherchait souvent des changements mesurables. Fréquence cardiaque, niveau d'oxygène, activité neuronale, pas les expressions, pas la présence, pas le subtil relâchement de l'attention. Le neurologue s'est redressé lentement. « Essayons quelque chose », a-t-il dit. Il m'a regardé. « Continuez à lui parler. » J'ai presque souri. Pendant des semaines, cette suggestion aurait sonné comme un mot de réconfort, quelque chose offert aux familles quand l'issue était certaine. Maintenant, ça sonnait clinique, intentionnel, important. Je me suis penché à nouveau.
Tu te souviens du vignoble, papa? Ai-je dit doucement. Celui que tu disais être un terrible investissement jusqu'à ce qu'il devienne ton endroit préféré sur Terre. Une légère contraction a effleuré le coin de la bouche de Pierre. L'infirmière a haleté avant de pouvoir se retenir. Ça ressemblait à un sourire. Non, a dit le neurologue rapidement, mais sans conviction. Plus probablement un réflexe. Pourtant, il l'a noté, parce que les réflexes n'arrivaient généralement pas sur les talons d'histoire familière. Plus tard cet après-midi-là, le directeur de l'hôpital a discrètement demandé une revue de la situation. La pièce s'est remplie de voix basses et d'expressions soigneusement neutres, la nuit. Ces conversations, je les ai observées depuis l'angle de la chambre, tandis que je préparais la médication de routine de M. Dubois. Le directeur de l'hôpital, un homme toujours impeccable, avait cette tension particulière dans les épaules. Pour nous, infirmières, c'était le signe qu'il y avait un cas qui sortait de l'ordinaire et non pas juste un patient. Qu'est-ce que nous voyons? Avait-il demandé, son regard passant du neurologue à moi, puis au cardiologue. Le neurologue avait choisi ses mots avec prudence. C'est que son métier, après tout. Des signes accrus d'engagement neurologique. On aurait dit une pièce de théâtre bien rodée. Récupération, le directeur n'avait pas oscillé. Trop tôt pour le dire. Toujours la même prudence. Il ne fallait pas s'avancer. Je pouvais sentir son inquiétude. Et si la famille se mettait à croire au miracle et que ça ne marchait pas? C'est une danse délicate entre l'espoir et la réalité médicale. Et la source de la stimulation? Une petite pause. Il y en a toujours une avant le moment où il faut dire la vérité un peu moins scientifique. Principalement auditive et relationnelle. Relationnelle, ce n'était pas un mot que les administrateurs aimaient. Trop imprévisible, trop humain, trop émotionnel. Ce genre de concept, ça ne rentre pas dans un tableau Excel, ça ne s'évalue pas avec des statistiques. Et l'enfant? A demandé le directeur. Une autre pause, plus longue cette fois. Je me demandais s'il allait la minimiser, la réduire à une présence perturbatrice. Elle semble très observatrice, a admis le neurologue. Un compliment venant de lui, c'était rare. Le directeur a croisé les mains. Restons médicalement fondés. Mais même lui le sentait maintenant. Quelque chose changeait au-delà des modèles standards. Le silence de la pièce en disait long. Nous, le personnel, nous étions habitués à ne pas nous attacher, à rester professionnels. Mais même ma propre curiosité avait piqué. On avait toujours été dans l'attente du pire, et là, on nous parlait de l'observation d'un enfant. C'était un sacré défi à nos certitudes. Ce soir-là, j'ai retrouvé Lila assise tranquillement près de la fenêtre, dessinant des formes sur une feuille de papier pliée. « Tu continues de remarquer des choses que les autres manquent, lui ai-je dit. Elle a haussé les épaules. Les adultes cherchent les grains de changement, a-t-elle répondu. Mais les corps parlent d'abord petit. Sa simplicité m'a sidéré. Toute ma vie, j'avais opéré dans le domaine de l'échelle. Des accords massifs, des stratégies globales, des décisions mondiales. Maintenant, la survie elle-même semblait chuchoter au lieu de crier. « Pourquoi y fais-tu si attention ?» ai-je demandé. Lila a réfléchi un instant. « Quand mon petit cousin est né en avance, a-t-elle dit, tout le monde regardait les machines. J'ai écouté attentivement. Mais ma tante regardait ses doigts, a continué Lila. Elle disait, quand il resserre la main, ça veut dire qu'il reste. Rester. Les mots se sont ancrés profondément. Je suis retourné dans la chambre avec un battement de cœur plus régulier que je n'en avais ressenti depuis des semaines. J'ai repris la main de mon père. Chaude, réactive. Reste, ai-je murmuré. Pour la première fois, je me suis permis de croire à la possibilité. Pas à la certitude, mais à la possibilité. Et dans les salles de réanimation, la possibilité, c'est tout. Vers minuit, quelque chose s'est produit qui a complètement changé la donne pour le cas de Pierre. Quand j'ai parlé, la respiration de Pierre s'est notablement approfondie, non plus faible et mécanique, mais chargée d'effort. La pneumologie a été rappelée.
Des capteurs ont été repositionnés, les données revérifiées 2 fois, puis une troisième. Finalement, le clinicien a levé les yeux. Il initie plus de respiration que nous ne le pensions. J'ai ressenti ces mots comme une force physique. Initier signifiait participer. Participer signifiait se battre. Le neurologue a expiré lentement. Nous pourrions devoir reconsidérer la trajectoire, a-t-il admis. C'était la chose la plus proche de l'espoir qu'un médecin se soit permis d'exprimer. De l'autre côté de la pièce, Lila regardait tranquillement. Non pas surprise, juste attentive, comme si elle avait attendu que tout le monde rattrape ce qu'elle sentait depuis le début. J'ai posé les yeux sur elle, vraiment regardé cette fois, et une prise de conscience m'a envahi avec une clarté étonnante. Le pouvoir avait apporté la meilleure médecine dans cette pièce, mais l'attention révélait la vie qui y demeurait encore. Les hôpitaux fonctionnent avec le langage, pas seulement avec la médecine. Le langage guide les familles vers l'acceptation. Le langage crée des frontières émotionnelles. Le langage prépare les gens à des issues que personne ne peut contrôler. Pendant près d'une semaine, j'avais entendu un mot plus que tout autre. Préparer. Se préparer à la transition. Se préparer aux soins de confort. Se préparer à dire au revoir. Mais le 5e matin après l'entrée de Lila dans cette pièce, personne ne l'a prononcé. Pas une seule fois. Au lieu de cela, le neurologue se tenait au pied du lit, étudiant les données de la nuit avec une immobilité inhabituelle. Finalement, il a parlé. Nous constatons une réactivité neurologique soutenue. Je ne me suis pas fait confiance pour réagir. Dites-le en termes clairs, ai-je répondu doucement. Le médecin a croisé mon regard. Il montre des signes d'engagement actif. Le mot a semblé altérer le poids de l'air lui-même. Pas de rétablissement. Pas encore. Mais l'engagement signifiait la présence. Et la présence signifiait que l'histoire n'était pas terminée. De l'autre côté de la pièce, une infirmière a ajusté la couverture de Pierre et s'est figée. Avez-vous vu ça? Je me suis penché instantanément. Les doigts de Pierre avaient bougé, pas le faible réflexe que nous avions débattu des jours plus tôt. C'était plus lent, délibéré. Sa main s'est déplacée vers ma voix. Le neurologue s'est approché, observant attentivement. « Pierre, a-t-il dit clairement, si vous nous entendez, essayez de bouger à nouveau votre main. » Une longue pause a suivi, le genre qui étire les secondes en quelque chose de plus lourd. Puis un mouvement, petit, tremblant, mais indéniable. L'infirmière a couvert sa bouche. J'ai senti quelque chose à l'intérieur de ma poitrine se briser après des semaines de pression. « Il est là », ai-je murmuré. Pour la première fois, le neurologue n'a pas tempéré le moment avec prudence. « Oui », a-t-il dit doucement, « il est là. » La nouvelle a voyagé vite dans l'unité. Pas bruyamment, pas dramatiquement, mais suffisamment pour que le personnel trouve des raisons de passer devant la chambre 417. L'espoir, même un espoir fragile, a de la gravité. Il attire l'attention. Quand Lila est arrivée cet après-midi-là, l'atmosphère était indubitablement différente. Moins résignée, plus alerte. Elle est entrée et a observé Pierre pendant plusieurs secondes. Puis elle a souri. Pas largement, pas pour célébrer, juste avec certitude. « Il est resté », a-t-elle dit. Je l'ai regardé. On dirait que tu savais qu'il allait rester. Elle a incliné la tête. « Certaines personnes sont très fortes », a-t-elle répondu. Elles se fatiguent juste quand tout le monde parle comme si elles partaient. La phrase a atterri plus profondément que tout ce qu'un spécialiste avait dit. Parce que je me suis soudainement souvenu des conversations tenues à voix basse au chevet, les discussions sur les échéances, le retrait émotionnel subtil qui se produit quand les gens commencent à se protéger de la perte. Pierre avait-il entendu, senti? La pièce elle-même s'était-elle alourdie de cette résignation? La pensée m'a troublé. Le neurologue s'est approché de Lila doucement. « Vous semblez comprendre quelque chose d'important », a-t-il dit. Elle a secoué la tête. « Je n'écoute que quand les autres se taisent. » Il l'a étudié un instant, puis a dit quelque chose que je n'oublierai jamais.
La médecine mesure le corps, a dit le docteur lentement. Mais parfois, les gens nous rappellent de mesurer la volonté. Ce soir-là est arrivé le moment que personne n'avait prédit. Je parlais doucement de nouveau, racontant une vieille histoire de mon enfance, une que mon père racontait à chaque réunion de famille, qu'on le lui demande ou non. Tu m'as fait peur à mourir en m'apprenant à nager, papa. Et je dis doucement, tu m'as juste jeté dans le lac. Un faible son m'a interrompu. Pas mécanique, pas imaginaire, une respiration modelée différemment. Puis un souffle d'air qui a presque formé un mot. Je me suis penché si près que mon front touchait presque le lit. Papa! Les lèvres de Pierre ont bougé. Aucun son n'a émergé, mais l'effort était indubitable. Le neurologue qui regardait de l'autre côté de la pièce a expiré lentement. Ce niveau de tentative, a-t-il murmuré, est extrêmement encourageant. J'ai fermé les yeux brièvement. Pendant des jours, je m'étais préparé à une fin. Maintenant, je réalisais quelque chose de surprenant. Je n'avais plus l'impression d'être au bord de la perte. J'avais l'impression d'être au milieu d'un combat. Et mon père y était toujours. Plus tard, alors que le coucher de soleil baignait la pièce d'une lumière ambrée chaude, je suis sorti dans le couloir aux côtés de Lila. J'ai failli lui dire au revoir, et j'admis doucement. Elle a levé les yeux vers moi. « Mais tu ne l'as pas fait, » a-t-elle dit. « J'étais prêt à le faire. » Elle a considéré cela. « Parfois, les adultes pensent que lâcher prise est une bonne chose, bien, » a-t-elle répondu. J'ai dégluti. Et si ce n'était pas le cas? La réponse de Lila est venue doucement. Alors restez leste. La simplicité de cela m'a stupéfié. Toute ma vie, j'avais cru que la force signifiait l'action, construire, réparer, contrôler. Maintenant, j'apprenais une toute autre sorte de force. Rester. Ne pas reculer, ne pas préparer, juste rester. Quand je suis retourné au chevet, la main de Pierre a de nouveau bougé vers la mienne. Je l'ai prise immédiatement. Chaude, réactive, combattante. Et pour la première fois depuis que les médecins avaient commencé à parler sur des tons prudents, personne dans cette pièce n'avait plus l'impression d'attendre une fin. Ils étaient témoins d'un retour, lent, incertain, mais réel. De l'embrasure de la porte, Lila observait tranquillement, comme toujours, non surprise, juste attentive. Comme si c'était exactement ce qui se produisait quand on rappelait à quelqu'un qu'il n'était pas seul. Ça s'est passé juste avant le lever du soleil. Les hôpitaux sont les plus calmes dans cet espace fragile entre la nuit et le matin. Quand les couloirs s'estompent, les conversations s'adoucissent et même les machines semblent ronronner plus doucement. Je n'avais pas dormi. Je me suis assis près du lit comme je le faisais maintenant sans réfléchir, la main de mon père reposant dans la mienne. Chaude, toujours chaude. Le neurologue avait expliqué que la réactivité fluctuait souvent, mais je ne mesurais plus les progrès en termes médicaux. Je les mesurais en présence, en effort, dans la façon dont les doigts de Pierre se resserraient parfois quand je parlais. Dehors, à travers la fenêtre, le ciel commençait à pâlir. Je me suis penché. Tu te levais toujours tôt, ai-je dit doucement. Tu disais que le monde appartenait aux gens prêts à se lever les premiers. Un instant, rien n'a changé. Puis une pression, faible, mais indubitable. La main de Pierre a répondu. Je me suis redressé instantanément. Papa, l'effort est revenu, plus fort cette fois. J'ai senti mon cœur remonter dans ma gorge. Je suis là, ai-je murmuré. Le front de Pierre s'est légèrement plissé, comme s'il luttait contre quelque chose de lourd. Puis, ses lèvres ont bougé. Aucun son, juste le mouvement. Je me suis penché immobile, ma voix maintenant instable. Tu n'as pas besoin de forcer. Une autre tentative. L'air s'est façonné lentement. Mon fils! Le mot existait à peine, mince, fracturé, mais il portait tout le poids de la reconnaissance. Je me suis figé. Chaque défense que j'avais construite au cours d'une vie, chaque habitude de sang-froid s'est brisée d'un coup. Je suis là, ai-je répété,
les mots se brisant en sortant. Les larmes ont brouillé ma vision avant que je ne réalise qu'elles tombaient. De l'autre côté de la pièce, l'infirmière de nuit a doucement posé une main sur sa poitrine. Elle avait été témoin de nombreuses guérisons, mais certains moments dépassaient encore la formation. « Restez avec lui », a-t-elle murmuré doucement, comme si j'aurais pu faire autre chose. En milieu de matinée, la pièce dégageait une discrète électricité. Pas de célébration, quelque chose de plus stable. Les médecins parlaient avec un optimisme mesuré. Amélioration neurologique significative, effort vocal encourageant, stabilisation inattendue. Des phrases prudentes, mais leurs yeux racontaient la vérité plus profonde. Ce n'était plus une pièce se préparant à la perte. C'était une pièce témoignant d'un retour. Quand Lila est entrée plus tard dans la journée, je l'ai rencontrée près de la porte. Il a parlé, ai-je dit. Elle a souri immédiatement, non surprise, juste heureuse. Je savais qu'il essayait encore. Je l'ai étudié. Comment savais-tu? Elle a réfléchi un instant. Parce que personne qui est prête à partir ne s'accroche aussi fort, a-t-elle répondu. J'ai regardé en arrière vers le lit, l'émotion remontant. Pendant des semaines, j'avais cru que la force signifiait se préparer à dire au revoir sans craquer. Maintenant, je comprenais quelque chose de complètement différent. La force signifiait parfois refuser de partir trop tôt. Cet après-midi-là a apporté un autre moment que je porterai pour toujours. Les yeux de Pierre se sont ouverts, pas complètement, pas de manière stable, mais suffisamment. Ils ont cherché la pièce brièvement avant de se fixer sur moi. La reconnaissance a lentement traversé son visage comme un lever de soleil se répandant sur l'eau. « Julien », a-t-il soufflé. Le son était fragile mais clair. Je me suis penché, incapable de contenir le soulagement qui m'inondait. « Tu m'as fait peur », ai-je dit doucement, une légère trace de son ancienne expression, celle qui avait commandé au conseil d'administration et au dîner de famille, a effleuré le visage de Pierre. « Pas fini », a-t-il murmuré. J'ai ri à travers les larmes. « Non », ai-je dit, « tu ne l'es pas. » Plus tard, quand le médecin est sorti et que la pièce est redevenue silencieuse, j'ai retrouvé Lila assise près de la fenêtre. Je me suis dirigé vers elle lentement. J'ai failli lui dire au revoir, et j'admis. Elle a levé les yeux calmement. « Mais tu ne l'as pas fait. J'étais prêt à le faire. » Elle a considéré cela. « Parfois, les gens disent au revoir, » a-t-elle dit doucement, alors que ce dont quelqu'un a vraiment besoin, c'est qu'il reste. La simplicité de cette vérité a frappé plus fort que n'importe quelle explication d'expert. Toute ma vie, j'avais cru que la protection signifiait se préparer au pire. Maintenant, je comprenais quelque chose de beaucoup plus puissant. La présence protège aussi. Je me suis légèrement agenouillé pour que nos yeux se rencontrent. « Tu as vu ce que nous avons tous manqué ?» ai-je dit. Lila a secoué la tête. « Non », a-t-elle répondu. « J'ai juste écouté quand tout le monde est devenu silencieux. » J'ai expiré lentement. « Dis-moi quelque chose », ai-je dit. « Que devrais-je retenir de tout ça ?» Elle a réfléchi un instant, la façon dont les enfants le font quand ils comprennent l'importance d'une question. Puis elle a dit doucement, « Ne reste pas si loin la prochaine fois. » Le mot s'est installé en moi avec une permanence surprenante parce que je savais qu'elle ne parlait pas seulement des chambres d'hôpital. Quelques semaines plus tard, Pierre est sorti lentement mais obstinément de l'hôpital, aux côtés de son fils. La lumière du soleil réchauffait le trottoir. La ville bougeait comme toujours. Mais je me sentais différent à l'intérieur, moins certain, plus attentif. J'ai visité l'hôpital une dernière fois avant de rentrer chez moi. Pas pour des papiers. Pour Lila. Je l'ai trouvée dans le même couloir où elle s'était arrêtée pour la première fois des semaines plus tôt. « Je ne sais pas comment te remercier », ai-je dit. Elle a souri. « Tu es resté », a-t-elle répondu. « C'est assez. » Alors que je la regardais disparaître dans le couloir, une réalisation silencieuse s'est solidement ancrée dans ma poitrine. Pour tout le pouvoir que je possédais, pour toutes les solutions que je pouvais acheter,
Il a fallu une petite fille pour me rappeler la forme la plus simple de la force. Non pour le contrôle, non pour l'influence, non pour la certitude. Juste rester proche quand ça compte le plus. Et aujourd'hui, aucune idée, vraiment. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Une sorte de réveil brutal et magnifique. D'autres fois, je me demande si toute cette histoire n'était pas juste une illusion, une parenthèse étrange dans une vie bien rangée. J'ai commis des erreurs, c'est certain, et des miracles. Est-ce que c'en était un, ou juste la preuve que l'on voit ce que l'on veut voir? Probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est parfait, rien n'est complètement clair, mais c'est la mienne et cette expérience, elle a redessiné les contours de tout.